Alors, bon, c'est puissant et nourri. Mais ce que je vous propose, c'est quand même, on prend les interventions et les questions de la salle ou d'Internet s'il y en a. Ça peut être des questions aux intervenants premiers, ça peut être des questions aussi aux discutants, et puis que chacun, tout le monde, parmi les Youssef, Martine et tous les discutants, vous pourrez, vous pourrez dire avant la fin, si vous en êtes d'accord, les choses qui sont importantes pour vous et que vous n'avez pas pu dire jusqu'à maintenant. Mais on passe d'abord aux questions de la salle. D'accord. Ok. Alors, il y en a une, deux, de ce côté, puis il faudrait que tu prennes... Il y a un micro, tu peux prendre un des micros, Bernard, là. Et vous, Joël. Donc, on commence par... et vous ensuite. Bonjour à tout le monde, Rémi Titonel de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc d'abord vraiment bravo pour ces 2 journées parce que jusqu'à maintenant vraiment j'ai vraiment entendu de très belles choses très intéressantes. La petite réaction que je voulais avoir, c'était au sujet des représentations dépréciatives qu'il peut y avoir sur les jeunes, et alors en l'occurrence notamment les jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce que moi il m'apparaît, c'est que au fond, pendant longtemps, ça vaut pour la PJJ, mais ça vaut peut-être pour le travail social en général. On avait tendance à, quelque part, faire notre travail, je dirais, à l'ombre des, on va dire, des discours médiatiques et s'en tenir, je dirais, assez éloigné. Au niveau de la PJJ, on savait que quand notre sujet était médiatisé, c'était forcément négatif, ça allait pas bien se passer. Donc notre souhait, c'était vraiment vivons cachés, vivons heureux. Ça sera comme ça qu'on arrivera le mieux à travailler avec nos jeunes. Et puis, cette manière-là de faire, je dirais que depuis quelques années, on tente de communiquer, de mieux communiquer pour essayer de montrer que, ma foi, nos petits jeunes, c'est pas forcément des monstres et que c'est aussi des ados comme les autres et qu'ils ont les mêmes problématiques que les autres ados. C'est juste qu'il y a des fois, ça déborde un peu plus et des fois, il y a des choses très graves. Mais en tout cas, on essaye effectivement de travailler contre le stéréotype. Néanmoins, on a beau essayer de faire ça de bien des manières, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on a vraiment des gens qui pensent la communication de la protection judiciaire de la jeunesse, donc il y a vraiment un travail en ce sens-là. Moi, je pense que c'est vraiment peine perdue, c'est-à-dire que 5 ans de communication par la direction de la PJJ, une soirée de CNews, il suffit pour tout annuler. Enfin, je veux dire, c'est suffisant. Et pourquoi c'est suffisant ? Parce qu'en réalité, une soirée de CNews, elle ne crée, enfin, c'est pas du tout équivalent. C'est pas juste la portée, je dirais, que ça a dans l'audience. C'est que ça vient activer ou réactiver des stéréotypes déjà existants. Et ce faisant, c'est beaucoup plus simple. Il suffit qu'une personne ait dit quelque chose une fois, et si ça réactive un stéréotype existant, ma foi, tout le monde est convaincu. Par contre, si on dit quelque chose qui va à rebours d'un stéréotype, là, effectivement, il faut sortir les rames. C'est-à-dire qu'on peut sortir des statistiques, des cas concrets, des exemples, des machins, organiser des rencontres. Ma foi, si on arrive à convaincre 5% de la population que voilà, les représentations qu'ils avaient jusque-là, elles étaient erronées, on est vraiment les rois du pétrole. Mais il y a des très bonnes chances qu'en fait, la grande majorité des gens restent sur leurs stéréotypes, quoi qu'il arrive. C'est vraiment... vous avez tout à l'heure parlé de la question des représentations sociales. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une représentation sociale négative autour d'une certaine jeunesse, en tout cas, peut-être de la jeunesse en entier, mais en tout cas d'une certaine jeunesse. Est-ce que la société elle a besoin d'avoir cet épouvantail-là en face pour bien fonctionner? Moi, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quand même une forme de récurrence, parce que vous avez évoqué là plusieurs figures des années 90 à nos jours, mais on avait vu hier qu'il y avait d'autres figures plus anciennes. Et bon, voilà, je sais que quand on s'intéresse à l'histoire de l'enfance irrégulière, les Apaches, les machins, les trucs, il y a quand même plein d'époques où il y a eu d'autres appellations pour des choses comparables. Donc moi la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que à partir du moment où il y a adolescence, il y a une idée de permanence, on va dire, de cette figure négative, ou est-ce que c'est quand même un phénomène historique
qu'on peut situer, qui est spécifique et voilà où il y a peut-être des phases et des temporalités particulières. Je vais réagir parce que ça a un lien, même si ça n'apparaîtra pas directement avoir un lien. Hier, il y a des choses qui ont été montrées de périodes un petit peu plus anciennes où on avait quand même des politiques natalistes tout à fait fortes, avec des enjeux de il fallait assez de monde pour faire la guerre, il fallait assez de monde pour aller dans les usines, et je dirais que moi, ce qui me semble être historiquement avoir connu une évolution, c'est les attentes à l'endroit de la jeunesse. Parce que là, on a évoqué effectivement les représentations qu'on a des jeunes, mais la question des attentes de la société à l'endroit des jeunes, il me semble que quand on est dans une période où l'État et, je dirais, les patrons d'usines attendent d'avoir une main-d'œuvre nombreuse et formée et disciplinée si possible, on a des attentes fortes que les jeunes, je pense, ressentent très vite, éventuellement y résistent, éventuellement s'y conforment, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus tellement dans cette époque-là. J'ai l'impression qu'on est dans une époque où, à contrario, on n'a pas spécialement d'attente vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on ne leur dit rien de ce qu'on attend d'eux. Et en ce sens, la seule chose qu'on attend d'eux, quelque part, c'est de se déterminer. Voilà, c'est à toi de faire ton projet, c'est à toi de savoir qui tu veux être, qui tu dois être. Et ma foi, face à cette situation, ce que ça génère, c'est quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse potentielle, éventuellement du débordement. Voilà. Et le fait est que il me semble que la question de la norme, elle s'est déplacée, quoi. C'est-à-dire que là où la norme, c'était beaucoup d'attentes qui étaient extrêmement fortes, très explicite à l'endroit des jeunes et qui était exprimé par les parents, par les enseignants, par les machins, etc. On est sorti de ça, juste on leur dit, bon ben voilà, déterminez-vous. Et face à ça, qu'est-ce qui fait norme pour les jeunes? J'ai l'impression que voilà, là où on s'est décalé, on a parlé un petit peu des réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que la normalisation se fait plutôt de manière horizontale entre pairs. Peut-être moins venant d'en haut vers en bas, c'est beaucoup moins, on va dire, asymétrique comme c'était avant, mais avec une normalisation qui est peut-être moins par la coercition, peut-être moins par on vous impose ceci ou on vous impose cela, mais plutôt en définissant des modèles désirables. Voilà, voilà, il faut être ça parce que voilà, c'est comme ça qu'on va avoir éventuellement des copains, ne pas être isolé, ne pas être rejeté, parce qu'on aura su, on va dire, se conformer soit à l'air du temps, soit au visuel qu'il faut. Voilà. Bref, toujours est-il que voilà, les attentes de la société adulte à l'endroit des ados, voilà, c'est vraiment moi ce qui me semble avoir changé aujourd'hui. D'accord. Après, j'ai pris dans l'ordre, il y a eu Joël, et ensuite vous. Moi, je voulais juste parler par rapport aux religieux. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants. On a vu des jeunes filles aller à l'école avec le voile. Et moi, je pourrais dire que, étant donné que je suis arrivée en France, j'avais 16 ans. Je suis arrivée avec mes parents. Il n'y avait pas... et le religieux, nous, on est chrétiens. Le religieux m'a permis de me construire. Je me rappelle qu'il y a un prêtre qui est venu un jour nous voir à la fin de la messe en nous disant qu'il y a une association qui existe qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne. Et est-ce que ça nous intéresse d'y aller? Aujourd'hui, si je prends la parole facilement devant vous, parce que je me suis formée à travers cette association, et c'est par rapport aux religieux. Et je me demande, en fait, quand j'étais plus jeune, étant dans un lycée, un collège catholique, dans ce lycée, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il n'y avait pas de problème, en fait, en Centrafrique, bien sûr. Et quand je suis arrivée, j'étais un peu choquée de voir qu'il y a des difficultés en fait qui existent entre les chrétiens et les catholiques. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui en tant que travailleur social en disant qu'est-ce qui est le plus important en fait de permettre à ces jeunes gens, à ces filles, même voilées, d'être à l'école, d'apprendre ou de les bloquer. Je crois que j'ai entendu une dame disait, Christiane Taubira, en disant que le savoir, c'est le pouvoir. Si on les bloque, eh ben, leurs droits, ils ne sauront pas, parce que même
comment dire, de prendre position dans la société. C'est pas parce que on est une femme voilée ou c'est pas parce qu'on est ancré dans notre religion que on peut pas faire partie de la société. Moi, je pense en tout cas. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, en fait, cette question de voile, est-ce que vraiment est-ce que ça n'empêche pas certaines filles d'aller un peu plus loin dans leur marche estudiantine, voilà. Merci. Bonjour à tous et merci. Excusez-moi de ne pas avoir été là hier, mais j'étais à Bordeaux avant de faire une conférence avec beaucoup de professionnels de la jeunesse et c'était passionnant de voir la ville de Bordeaux prendre les choses autrement. Et c'était très bien. Mais je suis très contente d'être avec vous. Et en vous écoutant, je fais un peu le lien avec cet après-midi. Mais c'est parce que cet après-midi, je voulais un peu faire le lien avec le rapport, ce que je suis là pour ça d'ailleurs, c'est de parler des générations. Et en fait, effectivement, comment le passage des générations se fait en ce moment pour toute la jeunesse. Et peut-être pas seulement celle dont moi aussi je m'intéresse beaucoup, qui est la jeunesse la plus ostracisée. Mais toutes les jeunesses, comment nos générations et la nôtre s'adressent à elles. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose entre la crise panique, je reprends votre terme de panique morale, et puis de l'autre côté, l'hyper-responsabilisation autour de la performance, autour de sauver la planète, autour de l'entrée dans les guerres, Donc, je pense qu'aujourd'hui, face à des défis qui sont immenses, en fait, ces jeunes, ils arrivent avec ce monde-là. Et ils arrivent dans ce monde-là et toute la jeunesse. Et je pense, on pourrait penser qu'il y a un lien, effectivement. Moi, j'ai aussi fait des interventions, pas beaucoup, mais quand même à l'école centrale. Et ça, j'aime toujours aller voir des jeunesses qui ne sont pas celles que j'écoute tout le temps, qui est effectivement la jeunesse des quartiers populaires. Parce que moi, en fait, j'ai été ségrégée, ostracisée comme eux, même si j'aime la politique de la ville. Hein. Je suis dans le comité d'histoire de la politique de la ville. C'est pas moi qui dirais l'inverse. Cependant, c'est quand même formidable de voir que toute une carrière, on l'a fait dans la politique de la ville parce qu'on ne peut pas trouver de financement. Il n'y a pas de ministère de la jeunesse pour aller faire des recherches ailleurs. Donc, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est vrai que... Mais du coup, il faut qu'on fasse attention, parce que toute la jeunesse, c'est quoi? Et dire les jeunesses, c'est pas très satisfaisant. Parce qu'en fait, il y a des choses communes à la jeunesse en termes générationnels, il y a des choses communes dans la façon dont les générations s'adressent à la jeunesse, et pour autant, il y a aussi des jeunesses. Alors, la jeunesse de la ruralité contre la jeunesse urbaine, moi, je m'en méfie énormément, parce que pour produire du stéréotype, c'est formidable. Par contre, il y a effectivement des jeunesses qui vivent dans des conditions différentes, avec des choses très différentes, avec des choses communes et des choses pas communes. Et c'est intéressant aussi de ne pas jouer les oppositions, mais en tout cas de voir les passages. Mais vous avez raison. Quand on est en périurbain rural ou en rural, c'est pas la même chose que de naître dans le 12e arrondissement. Et que de fait, ça construit des jeunesses. Mais c'est intéressant d'aller il y a une très bonne enquête qui a été faite par des géographes sur le vote FN, qui montre extrêmement bien la complexité de ces divisions-là. Donc, juste une alerte. Et effectivement, qu'est-ce qui pèse aussi sur la jeunesse qui aura le pouvoir ? Parce que j'ai travaillé effectivement avec les ingénieurs de l'école centrale. Un jour, il y en a un, ils allaient dans les quartiers pour écouter les jeunes. Et il y en a un, il a écrit « C'est la plus grande aventure que j'ai vécue, c'est plus grand que d'aller en Chine ». C'est des bébés, quoi. Et des bébés qui vont prendre des responsabilités énormes. Donc là aussi, pourquoi est-ce qu'on paye toujours dans la politique de la ville pour aller faire de la citoyenneté et pas chez les ingénieurs? Donc là, il y a vraiment des questions qui nous sont posées parce qu'ils sont en hyper-responsabilité et en hyper-tension. Au point qu'il y en a qui disent « Maintenant, je me tire et moi, je fais ma ferme biologique parce que je n'en veux pas de cette société ». Donc réellement s'intéresser à l'ensemble des jeunesses, je crois qu'il y a quelque chose sur la question des générations et effectivement d'une génération qui est la nôtre, qui se retrouve en difficulté de passage de relais, parce que la crise climatique, parce que les guerres, et c'est extrêmement dur, quoi. Et évidemment, si on se retourne pas complètement le truc contre nous, le risque aussi, c'est la logique du bouc émissaire. Et je crois qu'effectivement, la jeunesse postcoloniale, post-ouvrière est une jeunesse du bouc émissaire. Et je crois que c'est intéressant, du coup, de voir d'essayer de comprendre comment ça fonctionne en dialectique et en ensemble. Sinon, on se fait ségréguer comme les autres et du coup,
on dénonce en permanence. Mais par contre, l'analyse des dialectiques et des contradictions, de comment on peut faire les passages, eh ben, c'est dur à faire. Et voilà, il y a un mouvement à faire et voilà, c'était simplement pour dire ça, parce que vos journées, elles sont vraiment construites là-dessus et c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez pris la jeunesse comme enjeu global. J'arrête là. Vous avez senti que j'allais vous couper, mais parce qu'il y a beaucoup d'interventions et vous continuerez cet après-midi. Voilà. Philippe, est-ce qu'on peut essayer de faire chacun court, s'il vous plaît? Les interventions, c'est plutôt des interventions que des questions, mais c'est bien aussi. Mais le principe était aussi que nos intervenants, nos discutants puissent répondre une dernière fois avant qu'on se sépare. Or, il est déjà 12h08, donc merci de vos nombreuses interventions, mais courtes, s'il vous plaît. Oui, je prendrai pas plus d'une demi-heure. Comme d'habitude. Non, un petit mot pour dire que si on compare, je trouve qu'on a un pays qui, du côté de l'école et du côté du travail social, a des coutumes professionnelles qui paraissent très dures vis-à-vis de la jeunesse si on compare avec d'autres pays. Je montre à des étudiants un film sur l'école en Finlande, dans lequel on voit qu'il y a 3 enseignants par classe, que la moitié de la journée, les enseignants réfléchissent à adapter la pédagogie pour que tous les élèves réussissent, qu'ils mangent avec leurs élèves, qu'il y a des relations affectives, que certains élèves plus fragiles peuvent avoir les mêmes profs pendant 5 ans, et que donc il y a l'idée que ce qui peut manquer un peu dans la famille parce qu'elle est en difficulté, l'école peut l'apporter. Et quand je dis que, par comparaison, l'attachement des enseignements français aux élèves, il existe, mais il n'est pas du tout encouragé. Et il y a une faiblesse des communautés éducatives, c'est-à-dire quand dans une classe, il y a plusieurs enseignants qui travaillent ensemble avec des relais dans l'école, avec des relais avec les travailleurs sociaux, avec les psys. Quand un enfant est en difficulté, il y a tout de suite 3-4 adultes qui le connaissent, qui se mettent en réseau. Chez nous, on a du mal à faire ça. Pareil pour les travailleurs sociaux, on a des coutumes qui sont un peu bizarres. Un enfant est suivi en AMO, il est placé, et les éducateurs d'AMO s'arrêtent du jour au lendemain. Un enfant est placé, il rentre à la maison, ça s'arrête du jour au lendemain. On fait nulle part ça en Europe. C'est-à-dire qu'un môme qu'on a investi, on ne le lâche pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, nos métiers qui sont trop faibles, on s'est laissé imposer des coutumes qui ne sont pas bonnes, parce qu'avant, on ne lâchait pas les mômes comme ça. Il y avait les doubles mesures, etc. Et donc, je voulais dire, dernière chose très rapide, en 1 minute, même moins, on est un des 4 seuls pays en Europe, sur la trentaine, pour lequel il n'y a pas le RSA pour les jeunes. Pourquoi on fait ça? Je veux dire, c'est vraiment une usine à fabriquer la précarité et du coup, la tranche d'âge 18-25 est maintenant celle pour laquelle il y a les plus grandes injustices sociales. Le plus grand écart entre ceux qui ont un triple soutien parental, économique, affectif, pratique, et ceux qui ont 0 soutien, c'est là qu'on a les plus grandes injustices. D'accord. Josiane. Je pourrais dire quelque chose Oui. Pierre, non, je voudrais dire excuse-moi. quelque chose de très... Ah bon? Non, mais Martine, prends des notes de ce que tu vas répondre. Je vais donner la parole à chacun à la fin, si tu es d'accord. D'accord. Ah d'accord, je n'ai pas besoin de prendre des notes. Ok, d'accord. Oui. Donc moi, je voulais faire un petit témoignage par rapport à ce que disait David. Moi, personnellement, j'ai découvert, en allant chercher un extrait de nationalité française pour travailler dans un hôpital public, on m'a refusé ce certificat, étant fille, étant d'une union mixte, c'est-à-dire d'un père algérien et d'une mère française, et j'ai découvert à cette occasion qu'on m'avait refusé ce document parce que sur la carte d'identité de mon père, il était noté qu'il était un indigène musulman non naturalisé. Et que de fait, j'ai découvert comme ça, brusquement, dans une mairie, que j'étais pas totalement française, que j'étais avant tout fille d'indigène. Et du coup, ça m'a
permis de faire des recherches au niveau de l'histoire et j'ai découvert le code de l'indigénat que je ne connaissais absolument pas. Donc dans ce que vient de dire David aussi tout à l'heure, ce qui me semble intéressant, c'est que pour se construire, quand on a des origines comme ça, on a besoin de connaître l'histoire. On a besoin de poser nos pieds sur une terre dont on connaît quand même la texture, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Et ça me semble extrêmement important par rapport à nos jeunes. Moi, dans le travail que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui m'a semblé quand même très, très important. Voilà. Merci, Josiane. Merci. Alors, je propose, Martine, tu prends la parole. Ensuite, les trois... Attends une seconde. Ensuite, vous ne connaissez pas Martine tous encore. Hein, Ensuite, les trois discutants qui sont à la table. Il y aura aussi une question d'Internet. Et enfin, ça sera Youssef qui aura le dernier mot. Vas-y, Martine. Oui, deux choses très rapidement. En écho à ce qui a été dit de la post-colonisation, je pense effectivement que non seulement il faut connaître cette histoire, mais il faut la partager. Et c'est vrai que moi j'ai une sensibilité particulière avec la guerre d'Algérie, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il m'est arrivé 2 fois de partager cette histoire, mon histoire, avec l'histoire de jeunes Algériens, de jeunes adultes, avec qui je travaillais sur un projet que je ne vais pas vous décrire, et c'était absolument passionnant. Donc moi je pense que dans le travail social, il faut développer la compétence à partager et la compétence à l'empathie. Et ensuite, je voudrais répondre aussi à la personne qui a parlé du fait qu'on n'attendait rien des jeunes. Ça, c'est aussi très important. Qu'attendons-nous des jeunes? Et actuellement, moi, je suis bénévole à la mission locale. Je marraine, comme on dit, ou je parraine des jeunes. Et effectivement, ce partage sur ce que j'attends d'eux, moi, dans cette rencontre, me semble fondamental. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il faut changer, comme l'a dit Philippe, il faut retrouver d'autres compétences à la rencontre sur un autre mode pour pouvoir désamorcer cet isolement d'un côté des adultes et des jeunes. Voilà ce que j'allais dire. Merci Martine. Ce que je voulais dire. Ça me semble fondamental. Sylvain, que nous dit le réseau? Que nous dit? Si, Bernard. Il est où? Attends, je vais l'enlever. Attends, prends suite Bernard. Oui, une question encore à laquelle il sera très facile de répondre rapidement. La jeunesse en situation de handicap est-elle une jeunesse comme les autres? Bien sûr. D'accord. Oui et non. C'est un autre colloque. D'accord, bien entendu en tout cas. Salomé, voulez-vous faire un complément? Prenez le micro et vous le repassez ensuite à... J'ai beaucoup, sur toutes les interventions qu'il y a eu, et notamment sur vous, monsieur de la PJJ, sur la normalisation horizontale, et ça rejoint aussi le discours de madame sur le fait de rentrer en relais dans les générations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de stigmatiser des génération X, Z, machin, etc. Et je pense que les jeunes aussi en sont pourvus parce qu'ils se déterminent dans leur génération. Mais c'est vrai que la frontière, pour moi, est mince. Et je pense qu'en travail social, il est important de travailler sur cette frontière qui n'est pas encore mise avec les familles dedans. D'accord, merci. Régis? Peut-être par rapport à comment on s'adresse à la jeunesse, et ça permet de faire un lien avec vulnérabilité qui était évoqué tout à l'heure. Donc comment on s'adresse à la jeunesse, et c'est aussi, Martine disait, d'autres compétences à la rencontre. Donc ça croise ce que je voulais évoquer. La question des vulnérabilités, c'est aussi une question de posture derrière. Pour moi, alors j'anticipe, les premières années, on a cours la semaine prochaine, dès lundi là-dessus, donc je spoil une partie des choses. Mais donc en fait, les vulnérabilités, on peut les penser de 2 façons, et on doit les penser de 2 façons. Il y a des vulnérabilités fondamentales. Les vulnérabilités fondamentales, c'est dans l'esprit, nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous besoin des autres. C'est cette question de l'interdépendance de Durkheim, etc.
Mais si j'intègre cette dimension-là, que moi je suis vulnérable, je vais être aussi dans une autre posture par rapport à ceux qui vivent, c'est le deuxième aspect, des vulnérabilités problématiques. Et effectivement, les populations qu'on accompagne en étant travailleurs sociaux sont en grande majorité des personnes qui vivent des vulnérabilités problématiques. Donc on pourrait décliner, mais ce n'est pas l'espace. Mais si j'ai vraiment intégré cette dimension que moi aussi je suis vulnérable, je viens aussi dans cet espace. Alors aussi parce que moi ça m'a toujours animé. J'ai toujours considéré que chaque être humain a la même valeur que moi et j'ai la même valeur que les autres, et quel que soit son statut, que ce soit mon directeur général, que ce soit quelqu'un que je croise dans la rue qui est en train de demander une pièce, que ce soit les personnes que j'ai accompagnées qui étaient dans le champ de la santé mentale. Et ça, c'est aussi une question de posture derrière. Si j'intègre ça, l'autre dimension derrière, c'est, et c'est pour ça sur comment s'adresse à la jeunesse, est-ce que j'entends ou est-ce que j'écoute? Et là, il y a une nuance fondamentale. La question d'entendre, ça parle d'une dimension de reconnaissance. Mais la question d'écouter, ça veut dire aussi accepter d'être dans le flou, l'incertitude, et que c'est l'autre qui va m'emmener là où il a envie d'aller. Ça, c'est pareil, c'est une posture en termes d'entretien. Comme Martine dit tout à l'heure, d'autres compétences à la rencontre. Enfin, on parle beaucoup de ça avec les étudiants, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je fais de la pub, mais j'ai un bouquin qui va sortir là-dessus, justement. Voilà, je l'ai placé comme ça. Sur cette question de l'écoute sociale. L'écoute sociale, c'est une compétence importante chez les travailleurs sociaux et il n'y a rien ou quasiment rien d'écrit sur cette dimension-là. Mais elle vient de parler de cette affaire-là et je prends souvent l'exemple quand j'interviens aussi auprès de groupes mixtes, travailleurs sociaux et personnes accompagnées, pour le dire comme ça, en disant si j'ai mal au pied dans ma chaussure, le cordonnier va pouvoir me conseiller. Mais qui est quand même le mieux placé pour savoir où ça me fait mal, comment ça me fait mal, et potentiellement pourquoi. Et peut-être que le cordonnier il va m'aider à comprendre le pourquoi. Eh bien, on est vraiment dans cette dimension-là. Et si je suis dans cette intention ou cette attention, eh bien, ça veut dire que je laisse la personne amener ce qu'elle a à déposer et on va construire le fil avec ça. Mais ça nécessite d'accepter, je vous dis, l'incertitude et l'inconfort. Et pour moi, c'est ce qui fait la richesse de la relation derrière, quoi. Merci Régis. David? Absolument. Moi, très simplement, on a commencé par se dire que la jeunesse ou les jeunesses étaient le produit de politiques publiques. Et simplement, je terminerai en disant que ces politiques publiques de la jeunesse ou des jeunesses, elles ont historiquement été construites sans les jeunes. Et qu'il est temps probablement de tourner cette page et de construire des politiques de la jeunesse avec les jeunes, tout simplement. Et parce que la jeunesse, c'est une question politique, finalement, avant tout. C'est peut-être facile de le dire comme ça, on pourrait évidemment y passer du temps, mais qu'est-ce que ça veut dire, une question politique, etc. Mais très, très, très essentiellement, ça veut dire tout simplement faire participer les jeunes à la vie publique, à la vie politique, ne pas avoir peur des droits des enfants. Qui recèle, je l'entends bien, une dimension possiblement postmoderne d'hyper-responsabilisation, mais ce n'est pas une fatalité. Les droits des enfants, c'est aussi la création d'une communauté politique intégrant les enfants et les jeunes à la citoyenneté, et de ne pas faire de 18 ans une barrière d'accès à la citoyenneté, mais au contraire, simplement un moment de transition. La citoyenneté, ça concerne toutes et tous, et les droits des enfants recèlent une dimension d'émancipation et une dimension de création de solidarité entre les jeunesses, qu'elles soient discriminées ou non, mais aussi de manière intergénérationnelle. Donc voilà, c'est un simple mot d'ordre, et je sais qu'il est facile à dire, mais voilà, inclure les jeunes à de nouveaux projets politiques, à une alternance, à des alternatives politiques pour un monde qui doit changer, ça me semble, il y a une absolue nécessité et une façon de régler une bonne partie de ce qu'on appelle les problèmes de la jeunesse. Voilà. C'est bon pour vous? Ok. Donc, si vous en êtes d'accord, on demande à Youssef de conclure cette matinée.
en 2 minutes, sur la question de la laïcité et la République versus laïcisme et républicanisme. Je voudrais simplement faire référence aux travaux, mais dans une optique plus de la philosophie politique, les travaux de Jean-Fabien Suite et de Cécile Laborde. Voilà, ce sont vraiment 2 auteurs qui sont vraiment précieux sur ces questions-là. Et ensuite, pour terminer, je voudrais faire un éloge à l'adolescence sauvage à travers l'extrait du livre de la regrettée Annie Lebrun, décédée en juillet dernier. Annie Lebrun, c'est une poétesse, essayiste, écrivaine, proche d'André Breton aux dernières années du mouvement du surréalisme. Elle a beaucoup écrit sur des auteurs liés à la liberté, Sade, Raymond Roussel ou Charles Fourier. Et dans ce livre paru en 2004, qui est vraiment un ouvrage remarquable, elle fait une critique acerbe de la société actuelle, dans laquelle, dit-elle, le trop plein de réalité finit par coloniser les domaines du sensible, et dans laquelle également le virtuel imposant étouffe, ou en tout cas occulte l'imaginaire. Non, toujours revenir sur l'imaginaire. Et voilà ce qu'elle écrit. Et je voudrais partager cet extrait avec vous. Il est court, en 1 minute. Je me sens obligé de ne pas continuer à me taire, surtout quand on cherche à trop nous convaincre de l'absence de toute révolte. Avec le naturel des saisons qui reviennent, chaque matin, des enfants se glissent entre leurs rêves. La réalité qui les attend, ils savent encore la replier comme un mouchoir. Rien ne leur est moins lointain que le ciel dans les flaques d'eau. Alors pourquoi n'y aurait-il plus d'adolescents assez sauvages pour refuser d'instinct le sinistre avenir qu'on leur prépare? Pourquoi n'y aurait-il plus de jeunes gens assez passionnés pour déserter les perspectives balisées qu'on leur fait faire prendre pour la vie? Pourquoi n'y aurait-il plus pourquoi il n'y a plus d'être assez déterminé pour s'opposer par tous les moyens au système de crétinisation dans lequel l'époque puise sa force consensuelle? Autant de questions qui me sont autant de raisons de ne pas garder le silence.